Aujourd'hui, largement planté dans le monde entier, le thé figure parmi les 3 principales boissons sans alcool, avec le café et le cacao. Tout a commencé par sa rencontre avec les ancêtres des Chinois, dans la forêt, il y a des millénaires. Le berceau du thé possède non seulement des théiers sauvages, mais a aussi eu la clairvoyance de les avoir découverts et la sagesse d'avoir su donner à leurs feuilles des arômes variés. Les Chinois sont les premiers à avoir apprécié le thé. 2000 ans plus tard, ce qui leur tient à cœur, c'est toujours l'origine du thé, la nature. Ce n'était qu'une feuille. Au début, elle était utilisée comme un remède pour l'empoisonnement. Elle a été transformée, il y a des milliers d'années, en une boisson par les Chinois. Elle était sous la plume des poètes et est devenue la boisson quotidienne des nomades. Elle est arrivée au Japon avec les bonzes et est devenue une croyance de la vie. Elle s'est embarquée pour l'Europe avec les porcelaines et la soie pour satisfaire la curiosité des Occidentaux. Elle a enrichi les rites de la politesse des Anglais et s'est progressivement répandue dans le monde. Elle a parcouru la longue histoire de l'être humain. Elle rappelle aux passants pressés que dans la vie imparfaite, la perfection existe. Fût-ce durant le temps de gustation d'une tasse de thé. Passée par les mains habiles des Chinois, une même feuille peut être transformée en 6 types de thé différents qui présentent des goûts variés. Le thé vert non oxydé, qui conserve le mieux la fraîcheur des feuilles. Le thé jaune, faiblement oxydé, plus doux que le thé vert. Le thé blanc, fabriqué sans torréfaction ni roulage, qui conserve le mieux le goût naturel. Le thé oolong, semi-oxydé, avec des arômes variés. Le thé noir, post-fermenté, qui était la boisson de la vie pour les nomades. Mais le thé le plus populaire du monde, c'est le thé rouge, qui fait l'objet d'une oxydation totale. Chaque printemps, le village de Tongmu, dans la montagne Wuyi, est imprégné de l'odeur du pain brûlé. Cette odeur catastrophique pour la plupart des producteurs de thé est au contraire considérée comme la plus agréable du monde par ceux de Tongmuguan. C'est le secret du thé rouge le plus ancien du monde, le Lapsang Souchong. Chaque matin, Jiang Yuanxun, héritier des techniques du lapsang, doit évaluer les échantillons de lapsang fabriqués la veille en fonction de la densité de l'arôme de longan et de celle de l'arôme de fumée.
2 A, 1 bien. Il y a plus de 300 ans, le premier thé rouge du monde a vu le jour dans ce village éloigné. Voici l'histoire racontée par la famille Diang de génération en génération. Vers le milieu du XVIIe siècle, une troupe de soldats est venue de Tongmuguan, dans le Jiangxi. Les montagnards, terrifiés, se sont enfuis en laissant de côté les feuilles de thé. Le lendemain, de retour dans leur plantation, les feuilles avaient déjà changé, ou plus précisément, elles étaient oxydées. Ces feuilles ont été passées immédiatement au chauffage, au roulage et à la torréfaction. Elles sont devenues noires et le liquide obtenu après infusion a pris une teinte rouge. Les montagnards les ont confiées à des marchands du Fujian dans le village de Xing. Ils espéraient que ces derniers pouvaient les aider à vendre ce thé vert raté. L'année suivante, ces marchands sont venus nous dire qu'ils avaient vendu notre thé au double du prix habituel. C'est ainsi que ce thé est devenu populaire, parce que son goût plaisait mieux aux Européens. Aujourd'hui, les thés rouges occupent 80% du marché mondial. Les Occidentaux ont renommé le thé rouge en thé noir. En Chine, cette notion renvoie à un thé post-fermenté. Laissez tomber les vieilles feuilles. La cueillette est primordiale. La qualité des feuilles cueillies détermine celle du thé produit. Les feuilles avec une mèche au milieu sont les plus fraîches, quelle que soit leur taille. Les doigts changent de couleur. Ils deviennent noirs. La cueillette est un travail fatigant. On doit travailler de 6 heures du matin jusqu'à très tard, avec seulement une petite pause pour le déjeuner. Longxing est le nom d'un thé, d'un lieu, d'un village et aussi d'une source. Les anciens Chinois pensaient que ce puits communiquait avec la mer, où habitait le dragon, d'où le nom de Longxing, qui signifie littéralement « puits du dragon ». Pendant leur temps libre, les cultivateurs du village de Longxing aiment raconter ces anecdotes aux passionnés de thé. Ici, c'est un lieu heureux, dont le ciel nous a gratifiés. L'empereur Qianlong est passé une fois par notre village pour goûter le thé, mais sans donner d'évaluation précise. 3 ans plus tard, il est revenu ici avec ses gardes et a laissé une écriture impériale. De cette manière, il a marqué l'histoire du Longxing. Aujourd'hui, la plupart des processus de fabrication du thé sont assurés par des machines. Mais il y a 15 ans, la fabrication du Longxing était encore entièrement effectuée à la main. Quand il n'y avait pas d'électricité, comment on allumait le feu? On faisait du feu avec du bois. J'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans, alors que je n'y connaissais rien au flétrissage. Je ne me chargeais que de faire du feu. Le Longxing est un thé vert non oxydé. Le thé vert est le thé le plus populaire en Chine. Les Chinois apprécient son apparence limpide et ses vertus médicinales. Le vert et le jaune s'harmonisent dans le Longxing, à l'image des traces d'encre de la peinture traditionnelle chinoise. Le goût du Longxing rappelle les orchidées, ou selon les dires des cultivateurs, le goût des fèves grillées. Pour beaucoup, c'est un délice exceptionnel.
Les Chinois boivent du thé durant toute la journée. Cela leur apporte sérénité et équilibre. Le thé permet d'ajuster ses émotions, de se créer son univers, une atmosphère. J'adore ça. Les thés blancs, très populaires aujourd'hui sur le marché, ont été transplantés depuis la montagne Taila, il y a une centaine d'années. Il faut faire très attention durant le séchage. Une fois étalés, ils ne doivent plus être touchés. S'il fait beau, le séchage est encore plus rapide. Mais cela est rarement le cas au sommet de la montagne Taila, où le temps est souvent gris. Il fait très froid dans la montagne avant avril. Ce n'est pas facile de sécher les feuilles. Le thé blanc est donc très précieux. Il faut boire du thé et méditer dans le même esprit. Le goût du thé est comme celui de la vie et celui du zen, parce que le thé a aussi une vie. Plus on le comprend, meilleure sera sa qualité. Nous cueillons les feuilles de 1,5 à 2 cm de long pour faire le huangya. Il ne faut pas les pincer, mais les casser. Habituellement, ces matières précieuses sont utilisées pour fabriquer du thé vert de bonne qualité. Mais M. Chang dépense davantage de temps et d'efforts pour les transformer en thé jaune. Les feuilles doivent être chauffées à plus de 160 degrés. Nos mains doivent sentir la chaleur à 40 cm au-dessus de la bassine. Il faut remuer les feuilles dans la bassine chaude durant 4 ou 5 minutes pour les sécher et les flétrir. Cette technique de flétrissage date de la dynastie des Ming, il y a plusieurs siècles. La première étape vise à faire disparaître l'odeur d'herbe des feuilles fraîches pour qu'elles émettent leur arôme. La fermentation du huangya est réalisée en couvrant les feuilles chauffées d'un papier de paille afin que l'oxydation ne dépasse pas les 15%. Le papier peut laisser entrer l'air afin d'éviter que les feuilles ne pourrissent. Les autres tissus ne fonctionnent pas aussi bien. J'ignore le principe de cette pratique traditionnelle, mais elle donne vraiment au thé un meilleur goût et une plus belle couleur. Le thé jaune demande une grande minutie. Tout en conservant la fraîcheur du thé vert, il a également une douceur particulière. Même les maîtres les plus expérimentés ne peuvent pas toujours garantir le succès de la fabrication. La transformation nécessite 36 heures. Torréfiées après 36 heures de fermentation, les feuilles sont enfin transformées en thé jaune. Ce thé faiblement oxydé donne un goût plus doux, idéal pour les gens dont l'estomac supporte mal le froid. La fabrication du thé jaune demande une grande rigueur. Toute négligence pourrait mener à l'échec. Produit dans le Sichuan, le Hunan et l'Anhui, le thé jaune a cependant une diffusion confidentielle. Quand on infuse une tasse de thé, les feuilles flottent d'abord à la surface de l'eau, puis sont immergées. Les hommes sont aussi comme ça. Quand ils sont encore immatures, ils demeurent à la surface des choses. Quand ils mûrissent, ils s'immergent dans la société. La fabrication et le traitement du thé en Chine se sont modernisés depuis la première moitié du XXe siècle, en faisant un usage continu des dernières avancées technologiques mondiales. Cependant, les techniques manuelles, traditionnelles, ont toujours une valeur irremplaçable. Pour les Chinois, le thé façonné à la main, qui mélange la terre et la température des mains, permet de conserver son âme, son esprit.
L'empreinte sauvage des feuilles de thé disparaît petit à petit durant leur voyage. L'être humain a un penchant naturel pour le parfum, l'arôme. Le thé oolong va plus loin dans cette recherche. Le Wui Yancha est un thé oolong semi-oxydé. Le Darongpa est le thé de première qualité de cette variété. Son nom vient des citéiers anciens sur la falaise située derrière le temple Yongle. Pendant la saison du thé, les cueilleurs partent à pied avant l'aube. Il leur faut 2 heures de marche pour atteindre les plantations dans la montagne. Dans les monts Wui, les meilleurs yancha viennent d'un lieu dit des 3 fosses et des 2 ravins. Un endroit peu ensoleillé où les feuilles sont plus épaisses. Le thé infusé est ainsi plus corsé. Ce thé nous évoque un grand maître zen, retiré du monde, et qui médite dans la sérénité de la montagne. Après une journée de travail, avant le coucher du soleil, chacun porte une centaine de kilos de feuilles à l'usine de thé, située à 2 heures de route à pied. Chaque année, Huang Shanhui, du village Tianxin, continue à fabriquer à la main du Darongpa, selon les méthodes traditionnelles. Le meilleur thé ne peut être réalisé que dans l'harmonie du ciel, de la terre et de l'homme. À part le savoir-faire du fabricant, il exige aussi un environnement optimal pour la fabrication. L'agitation des feuilles provoque leur fermentation. Quand l'humidité atteint un état satisfaisant, les feuilles commencent à devenir rouges sur les bords, ce qui est synonyme d'oxydation correcte. La température est supérieure à 200 degrés à l'intérieur de la bassine de fer. Toute négligence pourrait entraîner une brûlure des mains. On roule les feuilles dans des bassines en forme de dents. C'est comme quand on pratique le tai chi. Nos mains doivent se balancer pour rouler les feuilles. Un thé de qualité nécessite une torréfaction à feu doux qui dure 20 heures. Dans des cas extrêmes, la torréfaction peut se répéter 9 fois dans la fabrication traditionnelle du Darongpa, ce qui rend les feuilles lisses comme des écailles. En goûtant les thés de Wui, il faut émettre un son, c'est une sorte d'éloge. Regardez. C'est comme aspirer le thé. Cela permet à chaque coin de votre bouche d'avoir un contact avec le thé et votre langue saura juger de sa qualité. Huang Shanhui offre chaque année du Darongpa qui vient d'être fabriqué aux moines du temple. Avant, j'habitais dans une grotte près du temple Yongle, le plus grand temple du nord du Fujian. J'ai eu l'occasion d'y vivre durant 6 ans. Nous devons être reconnaissants envers tous ceux qui boivent notre thé, parce que c'est grâce à eux que nous pouvons nous réaliser. J'ai eu ainsi une autre compréhension du thé. Dès mon retour, j'ai décidé que le thé allait faire partie de ma vie pour le restant de mes jours. Souvent, les gens qui pratiquent une religion apprécient aussi le thé. La montagne Tailao, située au bord de la mer de Chine orientale, est un lieu où on pratiquait le bouddhisme et le taoïsme dans les temps anciens. Maître Chanding, du temple Baiyun, situé au sommet de la montagne, rend souvent visite à un vieux théier. En général, dans la montagne, il y a des lichens autour des arbres anciens, sous lesquels se cachent de petits insectes et bestioles. Ce théier ancien, dans la montagne Tailao,
est considérée comme la mère du thé blanc de Fuding. En général, un théier à petites feuilles ne vit pas plus de 100 ans. Mais celui-ci est arrivé à l'âge miraculeux de 300 ans. Les insectes qui s'abritent sous les lichens grignotent le théier. L'hypoderme d'un théier couvert de lichens risque d'être complètement détruit par les insectes. À l'âge de 17 ans, Changjing est allé enlever les lichens et les insectes avec son maître pour la première fois. Cela fait 18 ans qu'il a gardé cette habitude. Le thé blanc est un thé très ancien. Les feuilles sont séchées au soleil ou à l'ombre. Le traitement des feuilles est réduit, ce qui permet de conserver au maximum leurs éléments nutritifs et leurs propriétés anti-inflammatoires. Village de Balio dans le Fujian. À partir de la mi-mars, Monsieur Mai entame le mois de travail le plus chargé de l'année. Il ne faut pas sortir les feuilles trop tôt parce que les brumes épaisses du début de matinée peuvent nuire à leur couleur. Il faut les récupérer tôt le soir et éviter de les exposer au soleil trop fort du midi. Facile à dire, mais difficile à faire. Il faut observer les nuances de leur couleur tout d'abord. Ensuite, il faut les toucher pour connaître leur degré de sécheresse. Quand il n'y a plus de fumée, on met les feuilles séchées au-dessus. La température ne doit pas être trop haute, sinon les feuilles brûlent. Le thé blanc de première qualité est fabriqué avec les bourgeons duveteux cueillis avant avril, qui restent rigides et brillants dans l'eau. D'où vient le nom de cette variété, les aiguilles d'argent. Dans les archives tibétaines, le thé noir est appelé la mer de rosée douce. Sur le plateau du Qinghai Tibet, marqué par la pénurie d'oxygène, de légumes et de fruits, les Tibétains ont besoin du thé pour décomposer la graisse et acquérir des vitamines. Pour les nomades du Xinjiang et de Mongolie intérieure, le thé noir est tout aussi indispensable dans la vie quotidienne. La fabrication du thé noir dans les provinces du Sichuan, du Yunnan, du Hunan, du Hubei et du Guangxi est déjà vieille d'un millénaire. Chaque printemps, 15 jours après la cueillette des premiers bourgeons, les cultivateurs de Ya'an dans le Sichuan se mettent à collecter la matière première pour fabriquer le thé noir. Les grandes feuilles, inutiles pour les autres types de thé, sont en revanche idéales pour le thé noir. Il faut se servir d'un couteau spécial pour les cueillir, d'où est tiré le nom de ce thé, le thé au couteau. La fabrication dure plus longtemps que pour tous les autres types de thé. Pour obtenir un thé primaire solide et riche, il faut rouler et façonner les feuilles grandes et dures à maintes reprises. Avant l'apparition des machines de roulage modernes, ce processus était le plus fatigant de tous. Aujourd'hui, les vieux maîtres du village de Changsha à Ya'an sont les seuls à savoir rouler les feuilles de thé selon la technique traditionnelle. Les feuilles sont cuites à la vapeur avant d'être mises dans un sac de jute, afin que leur tige ne pique pas le maître. Une planche est nécessaire pour le roulage traditionnel.
Actuellement, ce processus de roulage du thé à 3 reprises n'est conservé qu'en tant que patrimoine immatériel. Dans l'industrie chinoise du thé noir, les lignes de production modernes ont remplacé la fabrication manuelle. Wodoué, la fermentation rapide en tas humide, est un processus spécial de fabrication du thé noir. Les feuilles humides, entassées et compressées, se transforment sous l'effet des micro-organismes. Quand la température à l'intérieur du tas atteint 70 degrés, il faut brasser les feuilles à plusieurs reprises. Une semaine après, les feuilles deviennent brunes ou noires. La vertu hygiénique de cette boisson des nomades attire aussi les citadins modernes. Après avoir été pressé en briques ou en galettes, le thé noir commence son long voyage.